Désormais, Equity Bank Congo et la Banque commerciale du Congo BCDC convolent ensemble en nuit de noces. Une fusion qui fait d'Equity BCDC la deuxième plus grande banque de la RDC avec un capital de 2,5 milliards de dollars américains. Sera-t-elle fiable? Quelle est sa portée socio-économique? Va-t-elle booster le développement de la RDC? Le journaliste économique et DG de l'agence Galaxy Media, Jérôme Sekana Penepapa, va tenter d'y répondre dans cette émission. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon menace de traduire en justice l'inspection générale de finances IGF. Suite, selon lui, aux accusations gratuites de l'IGF qui ne cadrent pas avec la vérité de fait, moins encore avec l'état de droit que tout le monde souhaite se consolider en RDC dans l'affaire Boukangalonzo. Ces révélations coup de gueule du sénateur Mapon ont été faites au cours d'un point de presse organisé à l'hôtel Memling de Kinshasa. Le développement de ce titre et bien d'autres, c'est tout de suite dans ces magazines de questions économiques et dossiers des développements présentés par Ruben Mayoni, Ntiaki Yunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Fiscalité et Développement, comme vous le savez. C'est la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Fiscalité et Développement part de l'actualité bancaire. Jeudi 11 février 2021, la République démocratique du Congo a assisté à sa première fusion bancaire entre la Banque commerciale du Congo BCDC et Equity Bank Congo au siège de l'ex-BCDC à Kinshasa-Gombe. Suite à cette fusion, la nouvelle banque Equity BCDC devient alors la deuxième plus grande banque de la République démocratique du Congo avec un capital de 2,5 milliards de dollars américains et fait désormais partie d'une banque internationale présente dans 7 pays à travers l'Afrique. Pour décrypter cette fusion historique et sa portée socio-économique pour la population congolaise, nous recevons sur ce plateau Jérôme Sekana Penepapa, éditorialiste et analyste économique. Jérôme Sekana, bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, Jérôme Sekana, vous savez déjà que Equity Bank Congo et BCDC font une. James Mwangi, le CEO, qui est le chef donc de Equity Group Holding, a, lors de la cérémonie de lancement de la banque Equity BCDC, déclaré qu'aucun secteur ne sera mis de côté, notamment les pêcheurs du fleuve Congo, dans l'est de la RDC, les fermiers, les multinationales. Qu'est-ce que cette fusion va-t-elle apporter à la République démocratique du Congo pour sa population particulièrement? Est-ce qu'elle peut apporter des solutions au peuple congolais? En tout cas, cette fusion va résoudre l'énigme du développement en République démocratique du Congo dans la mesure où c'est une fusion d'expertise. Vous avez 112 ans d'expérience de la BCDC plus 15 ans de dynamisme de Equity Group. Vous savez que Equity a apporté beaucoup de réformes. C'est la première banque qui a installé les distributeurs des billets des banques ici. Elle a digitalisé les services. Et vous avez l'expérience, comme je le disais, de BCDC. BCDC qui est l'ancêtre même de la Banque centrale du Congo, parce que dans les sous-sols, là où il y a l'actuel immeuble de l'ex-BCDC, c'est là où on frappait la monnaie. Donc, vous avez là une grande ambition d'un management bancaire, et il faut préciser ici que ce n'est pas Equity Bank qui a absorbé BCDC, mais c'est plutôt le contraire. C'est BCDC qui a absorbé Equity dans la mesure où les conseils d'administration, c'est les conseils d'administration de la BCDC qui a fait le premier pas, qui est allé à la rencontre de monsieur James Mwangi, qui, vous le savez, dernièrement était même sacré meilleur banquier de l'Afrique et qui a fait de preuves au niveau du Kenya. Et monsieur Mwangi a accepté de prendre une part majoritaire, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Equity sera dirigé par
Equity BCDC sera dirigé par le management d'Equity, mais là-dedans, vous avez l'État congolais qui est aussi actionnaire avec 25% des parts, mais également Malta Forest n'est pas parti définitivement. Lui aussi, il a perdu sa majorité, mais il garde aussi des parts. Et on a même mis sur pied un nouveau conseil d'administration. Donc voilà un peu ce qui se passe. C'est une grande première en République démocratique du Congo, dans la mesure où il y a aussi fusion de la stratégie. Quand vous regardez la BCDC s'occupait des gros clients, tandis que Equity s'occupait des clients moyens et surtout des petits clients. Donc quand vous fusionnez et vous entendez les discours de James Mwangi qui dit que il y a de la place pour tout le monde et que les multinationales, l'État congolais, tout comme le petit, les pêcheurs, même, tout le monde trouvera de l'argent et l'enveloppe est importante, vous venez de le dire, parce que Equity a constaté que déjà 3 milliards de dollars qui étaient disponibilisés, il n'y a que 500 millions de dollars qui étaient sortis pour donner comme prêt et l'argent est disponible maintenant avec cette fusion. Ils osent croire que les choses vont aller beaucoup plus vite dans la mesure où il y a l'expertise d'Equity qui va servir, mais aussi l'expérience de la BCDC. Alors, vous avez parlé de James Mwangi, qui est le numéro 1 du groupe Equity Holding. Quelle est l'expérience de ce monsieur? Tantôt, je vous disais que c'est un monsieur qui a été sacré meilleur banquier de l'Afrique, mais dans son pays, il a fait des miracles. Des miracles comment? Parce qu'il était désigné par le président kenyan comme responsable numéro 1 du projet Vision 2021. Vision 2021, et déjà en 1972, le PIB par tête d'habitant au niveau du Kenya était de $400. Et 20 ans après, je vous dis qu'ils sont à $2000 par tête d'habitant. Et si nous prenons la même périodicité en République démocratique du Congo, en 1972, le PIB par tête d'habitant était de $1000. Et aujourd'hui, nous sommes à $400 par tête d'habitant. Donc chez nous, il y a régression. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a bancarisé, donc il a mis un système qui a fait que le taux de bancarisation au niveau du Kenya a explosé. Ce taux de bancarisation est parti de combien à combien? 4% au Kenya en 72 et aujourd'hui à 87%, tenez-vous bien, dont 60% des Kenyans bancarisés sont gérés par Equity, ce qui représente à peu près 12 millions de Kenyans qui ont comme banque Equity et dans une population de 50 millions. Nous sommes à peu près 100 millions aujourd'hui des Congolais, mais le taux de bancarisation est tout simplement de 6%. Et Mwangi dit, notre ambition, c'est de pousser les Congolais pour que le taux de bancarisation passe de 6 à plus ou moins 60%. Donc l'ambition est immense. Et à avoir les moyens disponibles, quand vous prenez les montants d'argent brassés par les deux banques fusionnées, vous êtes au-delà des 10 milliards de dollars disponibilisés et Equity BCDC se propose même de financer des projets allant jusqu'à 350 millions de dollars. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire dans la mesure où on n'a jamais vécu une telle fusion, mais également tous les rêves sont permis maintenant avec cette banque. Est-ce que cette banque est fiable et comment peut-elle contribuer à booster le développement de la République démocratique du Congo? Rien que les chiffres que je viens de vous donner ici prouvent à suffisance que cette banque est fiable. Parce que les banquiers n'est pas aussi des philanthropes, et donc bien sûr, leur business c'est de l'argent. C'est toujours la banque qui gagne. Il est question
de pouvoir sensibiliser. C'est pour cette raison il a convoqué les patrons des presses et il nous a dit des mots assez forts. Il a dit je veux un partenariat avec vous parce que vous avez le pouvoir de la plume. Oui, le quatrième pouvoir. Et vous avez la puissance des mots. Donc, vous pouvez amener les gens à venir vers nous, nous qui avons l'argent, pour qu'ensemble, nous puissions réduire le nombre de ceux qui n'ont pas l'argent par rapport à ceux qui en ont. Oui. Donc, il dit, il doit mettre à la disposition de tout le monde de l'argent, que chacun de nous prépare un projet et qu'il aille frapper à la porte d'Equity Bank, BCDC, l'argent est disponible. pour que chacun de nous puisse réaliser ses rêves, mais avec l'accompagnement, parce que il vous souviendra que beaucoup de nos compatriotes ont perdu aussi certains de leurs biens, notamment des maisons et tout ça, tout simplement parce que ils ont pris l'argent, mais ils n'avaient pas l'expérience de gestion de l'argent. Une chose est d'avoir l'argent, mais quand vous ne savez pas quoi faire avec l'argent, eh bien tout de suite vous dépensez comme si vous aviez ramassé un lingot d'or, et puis par après on vient vous ravir la maison. Maintenant, les paradigmes ont changé au sein d'Equity BCDC. Au jour d'aujourd'hui, non seulement on met l'argent à votre disposition, mais la banque vous accompagne, doit étudier votre projet. Est-ce que votre projet est bancable? Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont vos forces? La banque étudie et vous permet de gérer un bon manager l'argent pour que vous puissiez engranger les bénéfices. Et ça change tout. Jérôme Sekana, merci beaucoup. Un dernier mot peut-être, la grande fusion peut-être attendue ou du siècle de l'histoire de la RDC, c'est BCDC Equity. Oui, vous savez, BCDC Equity, c'est une fusion, oui, mais ça nous rapproche davantage de nos frères de l'Afrique de l'Est. Parce qu'au cours de cette cérémonie, haute en couleur, eh bien, nous avons vu l'ambassadeur du Kenya, de la Tanzanie, du Rwanda, et du Kenya aussi, Kenya, oui, Tanzanie, Zambie et Rwanda, ont fait des témoignages sur ce que cette banque fait là-bas. Maintenant que on a fusionné l'expérience des 112 ans, vous savez, la BCDC a été créée en 1909, ouais, et la jeunesse, le dynamisme, l'expertise digitale de Equity, on a fusionné. Il y a lieu d'espérer que, en tout cas, le pays vient de se doter là d'un levier très important en termes de financement de projets. Jérôme Sekana, merci pour toutes ces informations concernant Equity BCDC. Le parquet, près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, vient de saisir tous les comptes bancaires de Kinké Molumba, ancien ministre député NTIC, pour des raisons d'insolvabilité d'une créance de plus de 600 000 $ américains dont il est débiteur auprès du FPI, établissement public à caractère technique, économique et financier, depuis 2009. À en croire les avocats du FPI, la procédure de saisie-attribution a été effectuée le 10 février 2021 par le huissier de justice assermenté près la cour d'appel de Kinshasa, ce qui justifie que cet insolvable n'aura plus accès à ses comptes jusqu'au paiement de ces montants que réclame le Fonds de promotion de l'industrie. Les avocats du FPI affirment que l'opération de saisie des biens du débiteur ne s'arrête pas à ses comptes bancaires. Ces derniers, avant d'accéder auprès du FPI, avait hypothéqué sa parcelle. Et les avocats dénoncent le comportement des policiers et militaires de FARDC commis à la garde de cette parcelle, font obstruction à l'exécution du titre exécutoire dont le FPI est bénéficiaire. Cependant, ces avocats interpellent les autorités à la charge de la gestion de ces unités de garde des personnalités à instruire leurs éléments de se comporter comme un bon citoyen. Coup de chapeau donc à l'équipe dirigeante du FPI sous le leadership de Patrice Kitebi-Kibalumvul, son directeur général, qui donne les résultats escomptés. Les insolvables, mieux les ennemis du monde des affaires ou de l'industrie en République démocratique du Congo, doivent donc subir la rigueur de la loi. C'est aussi ça, l'état des droits. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement
la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé samedi 13 février 2021 sur le boulevard Triomphal la cérémonie de remise d'un lot de 330 bus à la société Transco. Un autre lot de 110 bus se trouve déjà au port international de Matadi et sera acheminé bientôt vers la capitale. Ces moyens de transport en commun vont permettre aux Quinoises et Quinois de se déplacer d'un coin de la ville à un autre dans de bonnes conditions en tout cas et à vil prix. Ces nouveaux bus feront certainement oublier aux Quinois le calvaire quotidien qu'ils vivent en faisant de longs trajets à pied. 18 conteneurs, des pièces de rechange et une garantie de 2 ans sont mises à disposition pour une bonne maintenance de ces engins roulants. Sachez également qu'une nouvelle ligne est ouverte entre Kinshasa, la capitale, et la ville de Chikapa dans la province du Kasaï, ainsi que celle de Kikwit. Bien avant cette remise officielle, le ministre des Transports avait organisé une formation de remise à niveau des conducteurs de cette société dans l'objectif de renforcer leur capacité et ainsi leur éviter des accidents récurrents. Je n'ai détourné aucun dollar américain, ni de près, ni de loin, ni directement ni indirectement. Ces propos sont du sénateur Matata Ponyo Mapon prononcés lors de son point de presse sur le projet du parc agro-industriel de Boukangalonzo tenu vendredi 12 février 2021 à l'hôtel Memling de Kinshasa. Réagissant à la note synthèse de l'inspection générale des finances IGF sur le dit projet Boukangalonzo, laquelle note contiendrait des insuffisances informatives et techniques, le Premier ministre honoraire a conclu que les accusations de l'IGF ne cadrent pas, en tout cas avec la vérité des faits, moins encore avec l'état des droits. Il a soutenu que la démarche de l'IGF est politique et politicienne. Reportage signé Didi Mavambou et Christian Kenina. D'entrée de jeu de son intervention devant la presse, le sénateur Matata Ponyo Mapon fait une révélation troublante. Juste après sa démission en fin décembre 2016 en sa qualité de Premier ministre, le projet du parc agro-industriel de Boukangalonzo a fait l'objet d'une campagne systématique de désinformation et de sabotage pour des raisons essentiellement politiques. Tout au long de cette enquête d'audit, certaines personnes qui échangeaient avec les inspecteurs chargés d'enquêter, ces inspecteurs disaient « Ah, mais vous savez, ce dossier, c'est un dossier politique. » Est-ce que, chers amis de la presse, distingués invités, l'inspection générale des finances a-t-elle une mission d'audit politique? Parce que les inspecteurs, disaient-ils, il s'agit des dossiers politiques. Et vous comprenez pourquoi les conclusions de cet audit sont effectivement politiques. Face à la note synthèse du rapport d'audit présenté par l'inspection générale des finances IGF sur le projet Boukangalonzo, le Premier ministre honoraire a laissé entendre qu'elle contient des insuffisances informatives et techniques. L'IGF affirme qu'il n'existe pas d'étude de faisabilité proprement dite sur le parc agro-industriel de Boukangalonzo. Il est très étonnant, mes chers amis, que l'IGF, à qui on a remis tous ces documents, arrive à une contre-vérité. Je pense que l'inspecteur général des finances, qui à l'époque était le conseiller technique spécial du Premier ministre Tshibala, est à mesure de nous dire quand est-ce que le projet Boukangalonzo s'est arrêté. Il était à la primature comme conseiller. Parce que jusqu'en décembre 2016, le projet continuait à fonctionner. Selon l'enquête qui a été menée de manière indépendante
par 4 journalistes professionnels que vous connaissez parce qu'ils sont vos collègues, même s'ils ont été très critiqués par l'inspection générale des finances, le seul pays où les droits de contre-vérité n'existent pas, de contre-expertise n'existent pas. Ces 4 journalistes disent que débâcle s'il y a eu, c'est à partir de janvier 2017 et cela est caractérisé par l'arrêt total des financements destinés à ce projet de Bukangalonzo. Et pour eux, il faut demander au ministre des Finances de l'époque, Yves Moulin, pourquoi est-ce que le financement de ce projet a été arrêté, parce que c'est là l'origine des débâcles de ce projet. Notre ami Louawa voudrait savoir combien est-il décaissé. Je vous ai, en tout cas on vous remettra dans les documents qui vous des documents qui vous seront distribués. Pour nous, nous nous référons aux chiffres qui ont été décaissés par la Banque mondiale, indiqués par le ministère des Finances, la Banque centrale aussi, c'est près de 150 millions de dollars. Bon, maintenant, si l'IGF a trouvé l'autre chiffre, il n'a qu'à les démontrer. Là, le chiffre de 150 millions de dollars, c'est le chiffre certifié par PricewaterhouseCoopers qui a audité Africom. Et Africom l'a dit. Moi, j'ai reçu de la RDC un montant aux environs de 150 millions de dollars. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est aux environs de 150 millions de dollars. Et il dit certifié par PricewaterhouseCoopers. Mesdames et messieurs, vous voulez que je croie uniquement aux chiffres de l'IGF? Mais l'IGF a ses sources et nous avons les sources. C'est la Banque centrale, c'est le ministère des Finances. Le sénateur Matata Ponyo Mapon conclut que la démarche de l'IGF est politique et politicienne et affirme n'avoir détourné aucun dollar américain, ni des prêts, ni des loins, ni directement, ni indirectement. D'après le Premier ministre honoraire, l'ensemble des accusations de l'IGF et le propos tenu par voie médiatique en complicité avec certains hommes politiques ne cadrent pas avec la vérité des faits, moins encore avec l'état des droits. De ce fait, il se réserve le droit de traduire l'IGF en justice pour accusation mensongère, diffamation et atteinte à sa réputation. Rendons-nous momentanément dans le Congo profond, ratisser large, mobiliser davantage les troupes, sont là les stratégies qui animent la direction provinciale de la DGDA Katanga en ce début d'année 2021. Bernard Bossele Pilipili, son directeur provincial, a en effet lancé une tournée des bureaux de douane le plus éloignés de la ville de Lubumbashi pour en saisir les contours de fonctionnement en vue d'une maximisation plus accrue de recettes du trésor public. Première étape de la tournée du directeur provincial de la DGDA Katanga, Kasenga, nous dit Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant permanent à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Nous sommes venus ici à Kasenga dans le cadre d'inspection des services. Et nous sommes ici tout d'abord pour sensibiliser les cadres et agents qui relèvent du ressort de Kasenga à l'effort de mobilisation des recettes. Et j'ai eu à tenir une séance de travail technique qui a abordé des questions liées à la conduite en douane de marchandises et aussi au renforcement de l'examen des déclarations des marchandises. Et nous avons abordé aussi des questions liées à la lutte contre la contrebande. Et comme vous le savez, ici à Kasenga, il y a un certain nombre de ports clandestins où les marchandises sont déchargées la nuit. Nous avons élaboré des stratégies pour lutter efficacement contre la contrebande. Comme vous le savez, la lutte contre la contrebande est une question transversale qui requiert l'implication de tous les services, de la population, des autorités politico-administratives de la cité. Et je crois que le moment venu, nous allons aussi approcher
l'administrateur du territoire pour qu'il puisse nous accompagner dans la lutte contre la contrebande. Mais nous avons abordé un certain nombre de questions, et comme je l'ai dit à mon introduction, parce que nous voudrions à ce que les niveaux de recettes qui sont mobilisés dans ces bureaux puissent être relevés. Et c'est ainsi que nous avons échangé longuement avec les chefs du bureau de Kasenga et aussi les cadres. Et nous pensons que dans les jours à venir, nous allons améliorer les niveaux des recettes qui sont mobilisées ici. Et nous voulons aussi focaliser notre attention sur la lutte contre la contrebande. Et nous avons demandé à ce qu'on puisse tout d'abord identifier tous ces ports clandestins. Et c'est un travail qui a déjà commencé. Et j'attends un rapport qui va me parvenir d'ici là. Et nous allons continuer à travailler dans le sens de lutter efficacement contre la contrebande. Nous avons visité le port de Kasenga, tout ça, mais nous pensons que c'est un bureau qui a aussi un potentiel fiscal, mais un potentiel fiscal assez moyen. Mais notre souci est que nous puissions améliorer davantage les rendements de ces bureaux en termes de recettes. Et voilà ce que nous sommes venus faire ici. Et nous pensons que notre visite ici a servi à quelque chose. Moi et mon équipe, nous sommes fiers de la présence de notre directeur provincial. Et nous permettons à M. directeur provincial de faire davantage afin d'accompagner sa politique de la province. Ce message de félicitations adressé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de son investiture et prise de fonctions en qualité de président de l'Union africaine, dans une lecture de notre consoeur Priska Sekana. À l'occasion de votre investiture et prise officielle des fonctions en qualité de président en exercice de l'Union africaine, la haute direction et l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts vous présentent leurs vives félicitations et vous souhaitent un fructueux mandat à la tête de cette organisation continentale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre élévation en cette année 2021, marquant ainsi un tournant décisif de votre mandat à la tête de notre pays, n'est pas un fait du hasard, mais plutôt un destin voulu par le Dieu que vous servez. La Direction générale des impôts, en tant que service mobilisateur de recettes nécessaires au développement du pays, reste confiante et rassurante de votre vision nationaliste et panafricaniste de la renaissance d'une Afrique au service du bien-être de son peuple et implore la grâce du Seigneur pour qu'il vous dote de sa sagesse et de son intelligence afin que votre mandat soit couronné de succès malgré la crise économique mondiale causée par la pandémie de Covid-19. Signé Barnabé Mwankadi Mwamba, directeur général des impôts. Autre chose à présent, nouveau monde, nouvelle radio-évolution, innovation, connexion. C'est sous ce thème que le monde entier a célébré la journée mondiale de la radio ce 13 février 2021. La radio étant un outil puissant et constitue une plateforme pour les discours démocratiques, reste au niveau mondial le média le plus consommé. Cette capacité unique de toucher le public le plus large signifie que la radio peut façonner l'expérience de la société dans sa diversité, être la reine où toutes les voix peuvent s'exprimer et être entendues. À l'occasion de cette journée, la Confédération nationale des radios communautaires de la République démocratique du Congo invite les stations des radios communautaires à célébrer la 10e édition de cet événement consacré à cette radio communautaire. Commentaire signé Geneviève Mizeguele sur les images de Céline Bumba. En cette période si difficile caractérisée par la Covid-19, la radio communautaire en République démocratique du Congo s'est impliquée dans la lutte contre cette pandémie. Et la radio a servi vraiment d'un appât, d'un outil important pour la sensibilisation de la population, pour la limitation sur la propagation du coronavirus, et également
l'éducation des gens, de garder un peu, d'observer un peu toutes ces barrières-là. Donc la radio, à cette période, malgré toutes les crises qu'il y a, mais la radio est toujours l'ami fidèle et qui accompagne l'homme partout où il se trouve. Confiné ou pas confiné, la radio est toujours présente. La diffusion des informations fiables sur la COVID-19, la promotion des gestes barrières pour éviter sa propagation, la diffusion des concerts et des concours pour assurer la continuité de l'éducation, la radio a su s'adapter au nouveau mode de vie et aux besoins de nos sociétés. En se référant au thème évoqué cette année, la radio a évolué et a connu des innovations, comme l'explique le président de la Confédération des radios communautaires. Aujourd'hui, nous parlons de changement, disons, dans la nouvelle technologie. Vous avez vu, il y a la radio à travers les téléphones, il y a la radio des petites radios, il y a la radio que vous pouvez mettre en poche. Et voilà, la radio vous accompagne partout. Et la radio est simple de s'adapter par rapport à chaque événement, à chaque situation. Sur le plan local, nous avons une grande difficulté. La difficulté est que la loi mère, n'est-ce pas, qui régisse la presse en République démocratique du Congo, ne ressort pas ou ne reconnaissent pas les radios communautaires. Nous avons fait des efforts pour proposer aux autorités, surtout les ministres de la communication, un arrêté portant organisation et fonctionnement des radios communautaires en République démocratique du Congo. C'est également une façon de faire le toilettage dans tous les désordres qu'il y a, surtout au niveau de tout ce qu'il y a comme radio, qui se disent radios communautaires en soi, qui sont des radios commerciales ou des radios de politique. Alors, l'innovation, madame, c'est le fait que maintenant, au moins, nous avons un central. Nous avons un central qui reçoit et qui est à mesure de diffuser sur satellite, des satellites belges, au moins 100 radios à travers la République démocratique du Congo. Où que vous soyez, la radio vous accompagne. Confiné, la radio vous ouvre au monde à l'information sanitaire, à l'éducation, aux arts et à la diversité de cultures. La radio est devenue aujourd'hui un outil précieux de transmission de l'information, un bien commun de l'humanité. Ce reportage sur la journée mondiale de la radio nous amène donc à vulgariser les actes générateurs de recettes non fiscales de l'État relevant du secteur de la communication et médias, de recettes encadrées et ordonnancées par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des Gérard. Regardez. Voici les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État relevant du secteur de la communication et médias, parmi lesquels les droits sur la diffusion de la publicité dans la presse avec comme fait générateur diffusion de la publicité dans la presse, les droits sur la déclaration préalable de l'ouverture d'une maison de presse écrite, journal, texte périodique ou agence et de l'exploitation d'une station privée de radiodiffusion ou d'une chaîne de télévision pour une radio ou une télévision à caractère non commercial, confessionnel, associatif ou communautaire, pour une radio ou une télévision à caractère commercial. Il y a également les droits d'accréditation d'un journaliste étranger avec comme fait générateur demande d'accréditation d'un journaliste étranger. Et puis la redevance des contrôles de conformité d'une radio ou télévision privée avec comme fait générateur exercice du contrôle de conformité sur les radios et télévisions. Voilà quelques actes générateurs du secteur de la communication et médias ordonnancés et recouvrés par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérard. Les agents du ministère de l'économie affectés dans les communes de Kinshasa sont quotidiennement sur le terrain pour prélever les indices des prix des articles vendus dans des marchés ou autres grandes surfaces. Ils font régulièrement des rapports à leur hiérarchie sur la fluctuation des prix et du taux de change qui affectent le panier de la ménagère afin de prendre les décisions qui s'imposent. Mais des informations parfois non prises en compte par ceux-là même qui sont censés stabiliser les prix. Par contre, ces agents locaux du ministère de l'économie nationale félicitent l'agence Galaxy Media à travers son magazine Fiscalité et Développement qui informe la population congolaise sur l'évolution des prix des denrées alimentaires, de grande consommation sur les marchés et les taux d'échange à travers l'ensemble de la République. Michel Wangui, Landry Nyangui et notre stagiaire Marlène Bassoussou se sont rendus à la rencontre de certains d'entre eux dans la commune de Limete et nous proposent le reportage que voici.
Le service économie est rattaché dans chaque municipalité de la ville-province de Kinshasa. Ces agents sillonnent quartiers et avenues pour identifier et vérifier l'existence administrative des boutiques, débits de boissons, parking, salons de coiffure, cabines téléphoniques, etc. et veillent également à la surveillance de la fluctuation des prix. Un service de proximité important dont la régulation des prix des biens, souvent peu connus ou carrément ignorés par les grands publics. Nous faisons le relevé de ce prix des 45 produits de grandes nécessités journalièrement. Chaque lundi, nous devons transmettre ce relevé de prix à la division pour permettre aussi à la division de faire la moyenne de tous ces prix. Le travail que fait l'agence Galaxy Media dans le prélèvement hebdomadaire des indices des prix des principaux produits de première nécessité dans les différents marchés de Kinshasa pour les comptes de son magazine Fiscalité et Développement est suivi et intéresse au plus haut lieu les fonctionnaires du ministère de l'économie au niveau local. Comme témoigne cet agent chargé des approvisionnements et prix à la division urbaine de l'économie Kin-Est. L'émission Fiscalité et Développement, nous suivons ça. Et c'est cette mission de fiscalité et développement qui parle des indices de prix. Et en suivant cette mission, nous nous demandons, nous de l'économie, que ces gens, où est-ce qu'ils prennent ces données? Nous, c'est notre métier. Et je vous invite vraiment à collaborer avec nous et vous aurez des amples explications sur même le panier de la ménagère. Et vous aurez les détails amples. Pour les nouveaux chefs de service économique de la commune de Limité, les inspecteurs du ministère national de l'économie sont fréquemment sur le terrain pour décourager les opérateurs économiques véreux qui ne respectent pas les règles de fixation des prix pour une bonne régulation de l'activité économique. Nous avons plusieurs attributions. Principalement, nous sommes une police du commerce. Nous avons la mission de réguler l'économie du pays. Nous sommes un bureau d'études du gouvernement au niveau du gouvernement central. Mais au niveau de la commune, nous sommes un bureau d'études de la commune pour l'orientation de la politique économique de la commune. Nous sanctionnons et la hausse et la baisse des prix. Parce que si vous ne sanctionnez pas la hausse et la baisse, mais l'économie ne va pas émerger. C'est pour cette raison, nous veillons, nous contrôlons. Il y a des missions que nous organisons, des missions de contrôle économique. Et nous avons aussi un problème de taxes. Parce que votre mission de fiscalité, vous parlez souvent des points de fiscalité. Il y a plusieurs problèmes au niveau de fiscalité dans des communes que nous souhaiterons même un jour, vous pouvez venir dans le cadre des enquêtes pour que nous puissions nous échanger à ce point parce qu'il y a à boire et à manger. Pour une meilleure administration réellement décentralisée et efficace, le gouvernement congolais doit nécessairement tenir compte des différents rapports que lui fournissent ses services à la base, car étant en contact direct avec les opérateurs économiques qui sont dans leurs ressorts respectifs. Cela nous amène justement à jeter effectivement un regard sur les tendances des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de la ville-province de Kinshasa. Philonchole Onkanye pour les détails. Commençons ce tour d'horizon des prix des denrées alimentaires de grande consommation avec la viande, dont un carton de 20 kg a connu une hausse. Il est passé de 270 000 francs congolais à 271 000 francs congolais, soit 1000 francs congolais de hausse d'une semaine à une autre. Nous sommes là au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même tableau au marché Esomazikida dans la commune mère de Kinshasa où ce même produit est passé de 269 000 francs congolais à 272 000 francs congolais. 271 500 francs congolais, c'est le coût d'un carton de viande TS 20 kg au marché Matete dans la commune qui porte les mêmes noms. Et enfin, au marché Gambela dans la commune de Kasavubu pour obtenir un carton de viande de bœuf TS. Il faut débourser 270 000 francs congolais, soit une hausse de 600 francs congolais par rapport à la semaine qui vient de se clôturer. Cette hausse des prix est due à la baisse des volumes d'importation de cette denrée. Hausse également du prix d'un sac de maïs graines sur le marché de Kinshasa. Les prix d'un sac en provenance des provinces du Kulu et du Congo central qui s'est vendu il y a peu à 85 000 francs congolais se vend
aujourd'hui à 90 000 francs congolais, soit une augmentation de 5 000 francs congolais au marché de la Liberté. Même constat fait au marché Sombazikida, où ces mêmes produits se négocient à 92 000 francs congolais. Pour obtenir un sac de maïs graines, il faut débourser 91 000 francs congolais au marché des Matete et 93 000 francs congolais au marché Gambila. Cette baisse des prix des maïs graines est due au délabrement de routes des dessertes agricoles, mettant en mal l'acheminement de cette denrée des lieux de production vers le lieu de consommation. Stabilité des prix du sucre sur les marchés de Kinshasa. Un sachet de 5 kg n'a pas bougé d'une semaine à une autre. 10 500 francs congolais au marché de la Liberté, 11 000 francs congolais au marché Sombazikida, 11 200 francs congolais au marché de Matete et 11 400 francs congolais au marché Gambila. Légère baisse des prix des haricots sur le marché de Kinshasa. Les prix d'un sac de 100 kg en provenance de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, a connu une légère baisse, passant de 215 $ américains à 210 $ américains, soit une légère baisse de 5 $ américains d'une semaine à une autre au marché de la Liberté. De 190 $ américains à 185 $ américains au marché Sombazikida. Au marché de Matete, on peut l'obtenir à 195 $ américains, soit une légère baisse de 5 $ américains. Au marché Gambela, un sac de haricots 100 kg qui était à 205 $ américains se vend présentement à 200 $ américains, soit une réduction de 5 $ américains. Légère hausse des prix d'huile végétale sur le marché de Kinshasa. Un bidon de 5 litres de marque Oki est passé de 17 000 francs congolais à 17 300 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché Sombazikida, on peut l'avoir à 17 500 francs congolais. Au marché des Matete, un bidon de 5 litres s'est vendu à 17 000 francs congolais. Enfin, 17 200 francs congolais, c'est les prix de ces mêmes produits au marché Gambila. Telles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 13 février 2021 sur les différents marchés de Kinshasa. Et puis, sur les marchés d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 12 février 2021 $1 américain à 1980,76 francs congolais. Compte tenu d'un petit souci d'actualisation des données sur les sites de la Banque centrale du Congo, nous ne serons pas en mesure de vous fournir les taux des autres devises comme l'euro, le franc CFA ou encore le rand. Au samedi 13 février 2021, dans la plupart des communes de Kinshasa, les tableaux ont affiché entre 1995 et 2000 francs congolais le dollar américain. Au centre-ville, dans la commune de la Gombe, précisément sur l'avenue Bokassa, le dollar a valu 2020 francs congolais et dans plusieurs supermarchés de la capitale congolaise. Au sud de Ubangi, précisément à Boudjala, à Mweneditu, dans le Lomami, à Kolwezi, dans le Lualaba et à Matadi, dans le Congo central, le billet vert s'est échangé à 2000 francs congolais, 2004 francs congolais. C'est le taux observé à Mbandaka, nous sommes là dans la province de l'Équateur. Sachez que le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kindu, dans la province du Maniema, chez Lekambelembele, où le billet vert s'échangeait à 2005 francs à cause de la rareté du billet vert remarqué sur le marché d'échange depuis quelques semaines maintenant. Sur le marché international, cette fois-ci, les cours des principales matières premières affichent une hausse généralisée. En mer du Nord, par exemple, le baril du pétrole a franchi la barre des 60 $ américains, c'est négociant à 62,63 $ américains, soit une hausse de 2,91% à Londres. Hausse également de 3,07% du prix du brut léger américain West Texas Intermediate WTI. À New York, le baril s'est négociant à 59,71 $ américains. À en croire les sites prixdubaril.com, les cours du pétrole se sont nettement repris vendredi, touchant de nouveaux plus hauts en plus d'un an, et ce, malgré les perspectives mitigées partagées la veille par l'Agence internationale de l'énergie et l'Organisation des pays exportateurs du pétrole OPEP.
Côté produits miniers, les clignotants sont au vert. La tonne métrique du cuivre s'est située en cette fin de semaine à 8292,15 $ américains, en hausse de 1,65%. La tonne du cobalt a atteint les 45 700 points, affichant par ailleurs une stabilité sans précédent. De son côté, l'once d'or est restée en hausse de 0,57%, la tonne se négociant à 1832,90 $ américains. Quant aux produits agricoles, la tonne du maïs a coûté 539 $ américains en hausse de 0,80%. Baisse par contre du prix de la tonne du riz de 0,54% à 12,81 $ américains. La tonne du blé s'est vendue quant à elle à 637 $ américains en hausse de 0,20%. Autres produits agricoles, la tonne du café s'est vendue à 121 $ américains, soit une hausse de 0,04%. Côté cacao, la tonne s'est située à 2433 $ américains, en forte baisse en tout cas de 9,11%. Enfin, le coton de son côté a gagné 3,07% de sa valeur, la tonne se négociant à 87 $ américains. Un esprit sain dans un corps sain, dit-on. Agents et cadres de la DGDA se soumettent depuis quelques jours au test de dépistage contre le coronavirus. Soucieuse de son personnel, la haute direction des douanes et axes ne lésine pas en tout cas sur les moyens à mettre en œuvre pour maintenir les gabelous dans un état de santé confortable, dans le but bien sûr d'une mobilisation sans faille des recettes douanières et axisiennes. Philon Cholet et Landrine Nyangui étaient témoins de l'événement. La mobilisation des recettes douanières et axisiennes exige un personnel en bonne santé capable de répondre aux attentes du gouvernement. C'est l'importance de ces tests de dépistage organisés par la haute hiérarchie de la DGDA à l'intention de ses cadres et agents. L'objectif étant d'amener ces gabelous à se prévenir contre cette maladie par l'adoption d'un comportement responsable pour lutter efficacement contre cette pandémie qui tue des milliers de personnes dans le monde entier. Ces tests se déroulent à la grande satisfaction de tous les agents qui ont remercié la haute hiérarchie pour l'organisation de ces tests de dépistage. Nous sommes en train de se faire tester par rapport à la Covid-19, une maladie qui est en train de ravager le monde. Nous avons le centre médical, le médecin de la DGDA a voulu à ce que tous les agents soient testés. C'est pourquoi nous venons pour se faire tester de la maladie de Covid-19. Je suis très content, surtout en tant que délégué syndical, je suis très content de l'autorité qui a voulu qu'on sache la santé de chaque agent qui vient travailler. En se faisant tester, on se sent capable de venir au travail parce qu'à un moment on a peur. On s'est dit voilà, nous n'avons pas de maladie. Ceux qui seront testés positifs iront à l'hôpital prendre le médicament. Depuis Mambo et Bandit, tout le monde a DGDA, époque à PDG Congolo. Les membres de l'équipe des ripostes ont profité de cette occasion pour inviter les douaniers à se faire dépister en respectant les gestes barrières, tout en remerciant la DGDA pour l'initiative prise. Si nous regardons bien, dans les entreprises, le personnel vient, mais ils n'ont pas assez de temps pour se présenter à l'hôpital pour faire les dépistages. Et comme nous en avons l'occasion, nous passons dans les entreprises pour aider la population à se faire dépister. Parce que ceux qui sont au bureau, des fois ils se disent « je travaille, je n'ai pas le temps ». Mais pour se protéger, on s'est dit « on va dépister ». Quand moi je me protège l'autre aussi. Non, celui qui est atteint, il va voir le médecin de la DGDA et il va donner les médicaments, le produit, et il prend le produit, c'est parti. Après 7 jours, on peut faire les contrôles. Si c'est négatif, tant mieux. Les douaniers, il est beaucoup plus exposé par du fait qu'il travaille au niveau de la frontière. Et nous voulions, avec l'autorisation de la haute hiérarchie, dépister un peu les personnels pour voir un peu ceux qui sont un peu atteints ou ceux qui sont concernés. Comme ça, on va les prendre en charge le plus tôt. Mais tous ceux qui ont, par exemple, des signes un peu suspects,
là on les oblige vraiment à faire les tests pour ne pas présenter un danger pour leurs collègues. Débuté depuis le mois de novembre 2020, ce test se poursuit normalement. Après la DGD à Kinero, cette campagne va se poursuivre à la direction générale avant de chuter par la direction provinciale de Kinville. Madame, Monsieur, voilà qui boucle fiscalité et développement, mais avant de la boucler complètement, une page noire. Jean-Marie Mondaï, ancien collaborateur à l'agence Galaxy Media, nous a quittés depuis la semaine passée. La levée du corps est intervenue ce dimanche 14 février aux cliniques universitaires de Kinshasa en présence de sa famille biologique, amis et connaissances, et son corps reposera désormais au cimetière de Kinkole Nouvelle Cité. Le directeur général de l'agence Galaxy Media, Jérôme Sekana Penepapa, ainsi que l'ensemble de son personnel présente donc à la famille de l'illustre disparu leurs condoléances les plus émues. Que la terre de nos ancêtres soit douce et légère à Jean-Marie Mondaï. Madame, Messieurs, voilà qui boucle complètement, comme nous l'avions dit tantôt, cette émission Fiscalité et Développement qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.